je pense que en faisant ce choix de privilégier cet aspect géopolitique et en s'intéressant à la Judée-Samarie, ce qui est certainement important, mais à mon avis, c'est quand même moins important que l'enjeu majeur que vous avez évoqué en premier lieu. Et il me semble qu'il y a là une contradiction telle que ce que les sionistes religieux montrent par ce biais-là rend difficile la démarche que vous évoquiez par rapport à ces craintes et qui reste un enjeu essentiel. Uri veut appuyer votre question. L'élargir. Le sentiment que j'ai, c'est que si les religieux, le mouvement religieux sioniste en Israël parlait de la même voix que Gabriel, on n'aurait pratiquement pas de problème avec eux. Oui, c'est vrai. Le fait est que, comme on dit, on est peut-être parano, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous court derrière. On diabolise peut-être le mouvement religieux national en Israël, mais il nous donne des bonnes raisons de les diaboliser. C'est-à-dire que ce n'est pas une diabolisation imaginaire, mais c'est une diabolisation que l'on ressent dans la politique depuis 3 ans, pratiquement tous les jours. Le sentiment qu'on a, c'est qu'ils ont été tellement surpris qu'ils ont un gouvernement en majorité dans leurs mains, qui veulent faire les transformations, les changements le plus rapidement possible. Alors c'est Rothman et Levin pour la réforme judiciaire, le faire ça de manière très agressive et très rapide. C'est Smotrich qui dit voilà, j'ai l'occasion de développer les territoires à toute vitesse, alors je le fais sans prendre en ligne de compte toutes les limites, etc., etc. Et alors, si tu parles d'une rencontre entre Tel Aviv et Jérusalem, ça veut dire que tout ce courant sioniste religieux et nationaliste, en fin de compte, soit prêt à certaines concessions qui sont nécessaires aussi de l'autre côté, je ne le dis pas, mais certaines concessions qui puissent permettre ce rapprochement. Et moi, je voulais surtout que tu parles des différents courants, parce que chez les sionistes religieux, toi, tu as présenté un courant qui, pour nous, est très tolérant, et puis on peut très bien s'entendre, mais il y a d'autres courants qui font peur, et qui font réellement peur. Wow. Vous êtes prêts pour la deuxième heure ou pas? Parce que... Ok. Non, pour moi, c'est très important de parler des fondamentaux, et justement de ne pas aller directement vers l'aspect politique actuel, etc. Parce que justement, sur les fondamentaux, c'est là où il y a quelque chose qui rassemble aussi tous ces différents courants du monde sioniste religieux, qui après vont mettre des pondérations différentes, etc. Sur le fait que c'est, comme tu as dit, on peut être parano, mais il y a quand même quelqu'un qui nous court derrière. Ok. Moi, je parle de l'intérieur, parce que c'est une société que je connais bien, y compris ces pans qu'on peut appeler des pans plus un peu plus fermés, etc. L'impression que j'ai, c'est que avant tout, doit y avoir on doit être capable de mener ce débat-là de manière non caricaturale. Et l'impression que j'ai, et c'est un énorme problème des médias, c'est qu'au final, on reste dans une dimension caricaturale. Le fait que vous ayez pris 1 heure pour écouter un ovni comme moi, pour expliquer, etc., c'est quelque chose qui est rare. Des gens qui prennent du temps, écouter une pensée qui est différente, comment tu vois les choses, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement rare. Je dis souvent qu'on doit aujourd'hui privilégier, on a une société qui a à la fois Twitter et à la fois des podcasts. Twitter, c'est le pire du pire. Okay, on doit tout dire en deux phrases, et l'algorithme va mettre en avant en particulier les choses qui sont les choses les plus ordurières. Okay, et dans d'autres temps, on a au même moment le phénomène des podcasts qui est en train de s'ouvrir, qui est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui est
tu donnes le micro à quelqu'un, tu lui coupes pas trop la parole, qu'est-ce que tu as à dire? Et on t'écoute jusqu'au bout. Et moi, je fais un effort, quotidiennement, donc d'écouter des gens de gauche, des gens laïcs, des gens charédim, allez au bout du bout, quelles sont vos craintes, quelles sont vos peurs, etc. Et après, on a un débat qui est, à mon sens, beaucoup plus raffiné, beaucoup plus intelligent. Donc, lorsque tu me dis, bah, au final, il y a quand même des gens qui font peur, je dis, viens 2 secondes, on écoute jusqu'au bout. Il y aura des choses sur lesquelles je ne serai peut-être pas d'accord, il y aura des choses sur lesquelles je serai oui d'accord, mais mon avis sera déjà plus fin. C'est à mon sens comment on appelle ça, le travail de rééducation. On est une société qui profondément a besoin de rééducation sur ce sujet-là, de capacité d'écouter le pluriel, d'écouter les visions qui sont différentes. On est une société qui fonctionne beaucoup trop de manière tribale, beaucoup trop de nous, eux, tout ce qui s'est passé, c'est à cause d'eux, etc. On doit réapprendre, à mon sens, à avoir une écoute qui est beaucoup plus fine. On est face à des situations et des enjeux qui sont des enjeux qui sont complexes, qui sont vraiment complexes. C'est-à-dire que si maintenant, la moindre personne qui, par exemple, dit, par rapport à la Judée-Samarie, on a parlé de la Judée-Samarie, la moindre personne qui dit il faut avancer au plus vite, etc., j'ai l'impression que en fait, c'est un nationaliste, fasciste, qui est xénophobe, etc. On n'y arrivera pas. Si je suis incapable d'écouter jusqu'au bout ce qu'il est en train de me dire, est-ce que tu es au courant qu'il y a le Tornit Fayad de l'autorité palestinienne qui est en train, en ce moment, de prendre un maximum de territoire de la zone C, la zone qui est censée être contrôlée par Israël? Est-ce que tu comprends que pendant des décennies, on a laissé cette chose-là se faire? On n'a rien fait contre. Ok, donc déjà, je suis face à quelque chose qui est plus complexe, plus intéressant, etc. On rentre dans les détails et on avance. À mon sens, on est obligé de faire ce travail de rééducation-là, sinon on ne s'en sort pas dans la société israélienne actuelle. Oui. Vos questions? Oui. Malheureusement, un point qui est, à mon avis, crucial, c'est que parallèlement à essayer de résoudre ce problème, nous sommes sans arrêt depuis, ça fait 43 ans que je suis en Israël, 43 ans qu'il y a la guerre. Donc c'est très difficile pour un peuple de pouvoir arriver à cette situation-là, de pouvoir se comprendre, alors qu'on est pris du matin au soir, parce qu'on va faire la guerre, on va pas faire la guerre. On va avoir des morts, ça n'arrête pas. Et à part, en plus de toutes les escroqueries qui se passent dans le pays par les gens venus chez nous-mêmes, c'est plus quoi faire. J'entends, mais c'est pour ça qu'il y a une importance d'avoir des nouvelles générations qui ont encore la force, pour qui c'est pas la énième guerre, c'est la première, et donc on va la faire et on va y arriver. Et c'est important aussi de faire venir des Olim qui apportent du sang neuf, qui apportent un idéalisme neuf, etc. C'est vrai qu'on est dans une situation qui est extrêmement complexe, mais d'un autre côté, cette situation qui est extrêmement complexe, elle fait germer aussi des choses que beaucoup de sociétés occidentales rêveraient d'avoir. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous aviez vu, il y avait face au problème de Russie-Ukraine, il y a les Britanniques qui avaient lancé comme ça une idée que peut-être ils allaient refaire un enrôlement militaire, pour se préparer, peut-être. Et il y avait un micro-trottoir où ils interviewaient des jeunes anglais. Et c'était incroyable. Ils disaient mais ça va pas. Alors, je vais donner un jour de ma vie pour l'Angleterre, mais qu'est-ce que je m'en tape? Mais moi, demain, je déménage, je m'en fous, j'ai rien qui me lie à cette histoire-là. Et on a ici des générations de jeunes qui ont été capables de servir des centaines de jours, d'être blessés, de revenir, parfois de perdre leur vie, etc. Dans une espèce d'évidence que ce bateau c'est le mien, ce peuple c'est le mien, cette maison c'est la mienne, je suis prêt à donner pour ça, etc. Il y a beaucoup de peuples qui regardent autour de nous, qui disent mais c'est quoi ce peuple-là? Dans une génération d'abondance, d'individualisme, de trucs, etc. D'un coup, d'une génération un peuple qui apparaît avec une capacité de don de soi qu'on ne connaît plus. Donc je suis d'accord avec vous avec la difficulté des guerres et les difficultés qu'on vit. Et d'un autre côté, je vois aussi ce que ça fait germer dans ce peuple. Oui, bonjour. D'abord, j'avais peur d'être hors sujet, mais en fait, à
3 reprises, je crois que vous avez abordé le point. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, on voit une accélération phénoménale. Hein, l'intelligence artificielle de 2022, 2023, 2024 par rapport à celle de 2026, ça n'a rien à voir. À l'heure actuelle, les lignes de code des nouveaux IA sont faites par l'IA. Et d'après certains, en particulier le PDG de Claude, les encodeurs sont menacés, mais maintenant, les ingénieurs sont menacés. Donc on risque d'avoir une situation, pour certains, d'autres ne sont pas d'accord, mais pour certains incontrôlables, etc. C'est quelque chose à très brève échéance. Moi j'avais l'impression que c'était fini pour moi, à 70 ans, je ne le verrai pas. Or, les échéances incroyables, c'est 2, 3, 4 ans, donc je le verrai. Enfin, si j'ai la chance de vivre. Bon, j'aimerais savoir comment quelqu'un qui met au centre la pensée religieuse voit les choses, étant donné qu'on pourrait peut-être avoir une omniscience divine et une omniscience terrestre, humaine, et que forcément la tension culturelle, pour tout, hein, pour la politique, mais aussi pour la religion, elle serait inouïe. Jamais l'homme n'a connu ça, jamais. À côté de l'existence des réseaux sociaux, de la toile, etc., pour moi, c'est rien. C'est une question qui me travaille énormément, et je pense travaille toute personne qui essaie de réfléchir aujourd'hui. On est face à un inconnu. Surtout de votre génération. Ouais, on est face à un inconnu qui arrive beaucoup plus vite que ce que l'adaptation humaine n'a jamais eu besoin de s'adapter, et qui peut être le génie de la lampe. Ça peut être la chose qui va faire avancer l'humanité de la meilleure manière possible, et ça peut être la chose qui va nous faire tomber dans des abysses où... Premièrement, je vais répondre avec humilité qu'on est face à un inconnu, on doit y réfléchir et on doit apprendre la chose, etc. Pour autant, je pense que justement, dans la civilisation d'Israël, dans la pensée juive, il y a quelque chose, à mon sens, qui est très fort, qui est justement très parlant dans une ère d'accélération technologique très importante. Pour ceux qui veulent, j'ai fait une vidéo là-dessus sur Chauffard. Pour ceux qui veulent, on l'enverra. En fait, on est face à une fuite en avant de nos capacités. Et donc, la crainte, c'est qu'on reste des enfants, mais avec des capacités qui sont des capacités décuplées de manière terrible. Donc, des enfants avec des bombes nucléaires, en gros. C'est ça le gros stress de ce décalage entre une avancée technologique extrêmement importante face à, d'un autre côté, l'humain qui reste le même. Donc, sur ça, à mon sens, le fait que dans la pensée juive, la pondération a toujours été faire l'homme, l'assagir, le raffiner, le grandir, le rendre capable de dépasser son monde de pulsions, de dépasser son égocentrisme. C'est à mon sens un message qu'on doit voir revenir. Est-ce qu'aujourd'hui je mets toutes les matières grises uniquement dans la capacité de construire des outils de plus en plus forts, ou est-ce que je mets les matières grises aussi dans construire l'homme qui aura ces capacités-là? Qu'est-ce qu'on va faire avec autant de capacités? C'est la grande question qu'on doit se poser. Et à mon sens, sur ça, le message juif a vraiment quelque chose à apporter face à un Occident qui est dans l'hypertrophie du technique. Comment? L'hypertrophie du technique, le sujet c'est les techniques, et pour des raisons capitalistes. Le but, c'est le premier qui va réussir à avoir la poule aux œufs d'or aura gagné le jeu. Et au final, on crée des voitures sans frein, en fait. On crée quelque chose qui a juste de l'accélérateur, on n'a pas de frein. Et c'est dangereux. Je pense que là-dessus, on a quelque chose à dire. Mais je partage votre souci et le besoin qu'on s'en occupe et on y réfléchisse beaucoup.
si je vais sur le site Chauffard, Oui. comment je fais pour avoir telle vidéo sur tel sujet? Allez sur Comment ça se YouTube. passe? Le mieux, c'est YouTube. Voilà. Oui. YouTube, il y a les vidéos sont. Vous allez sur la chaîne Chauffard. Là-bas, vous pouvez voir qu'il y a soit les vidéos des dernières en ordre chronologique, soit vous avez des playlists où vous pouvez voir si vous vous intéressez à telle ou telle chose, soit vous pouvez avoir des podcasts qui sont aussi rassemblés. Donc c'est assez bien structuré. Donc sur YouTube, c'est le mieux. Aujourd'hui, on n'a pas de chaîne, on n'a pas de site encore. On n'est que sur les réseaux sociaux et sur YouTube. On est en train de construire un site qui rendra, à mon avis, la recherche encore plus facile. Mais déjà sur YouTube, c'est très bien. Il y a quand même une remarque que je voudrais faire, parce que dans ta présentation, tu as adopté ce message du camp religieux qui présente les laïcs comme un monde consommateur, individualiste, et qui n'a perdu son sens de la vie. Non, mais tu as dit quelque chose qui approche. Moi, je le caricaturise peut-être, mais tu as dit quelque chose comme ça que, en fin de compte, le monde extérieur, il s'occupe de consommation, etc., mais il s'occupe plus où les jeunes, et c'est ce qui... peut-être que tu prenais en ligne de compte le judaïsme. Bon, tu répondras. En tout cas, il y a un message comme ça qui passe du camp religieux. À Galareka, ce qui s'appelle la charrette vide. Vous avez perdu tout ce qui remplissait la charrette de la vie. Et la remarque que je voudrais faire, c'est qu'il y a une énorme recherche déjà dans le monde laïque sur comment exprimer son identité, qu'est-ce que c'est le judaïsme laïque, et c'est une des recherches très dynamique en ce moment, ces dernières années, pas seulement en ce moment. Et autre chose, c'est qu'en fin de compte, les laïcs qui ont construit l'État d'Israël, pour eux, c'était très important de relier ça au judaïsme. C'est pour ça que le calendrier juif a été adopté, c'est pour ça que la langue hébraïque a été adoptée, que toutes les fêtes juives sont fêtées. C'est-à-dire qu'il y a toute une expression du judaïsme qui a été intégrée dans le quotidien israélien, justement par les laïcs qui essayent et qui continue à essayer de donner un sens à cette identité juive, mais laïque. Et c'est important que le camp religieux reconnaisse aussi cette recherche, cette dynamique, sans parler de cette créativité très remarquable qu'il y a en Israël dans tous les domaines artistiques. Dans tous les domaines de la création, pas seulement artistique, mais intellectuelle, philosophique, etc. Il y a une énorme créativité qui représente en fin de compte l'Israël laïque. Et c'est vrai que l'Israël laïque a l'accent sur l'israélisme, c'est-à-dire créer une culture israélienne inspirée du judaïsme, mais qui ne soit pas un pays juif, qui soit un pays israélien, donc inspiré du judaïsme et qui adopte beaucoup d'éléments identitaires provenant du judaïsme. Donc tu as bien exposé la vision de Echad Ha'am. J'ai proposé Echad Ha'am et Berdichevski, là tu as proposé Echad Ha'am, qui est une volonté de continuité et de renouveau. C'est ce qui s'est fait, c'est 70 ans. J'entends. Donc premièrement, j'ai fait attention, et c'est de ne pas dévaloriser ce qui se passe dans le monde chiloni et dans le monde libéral, en grande partie parce que je suis un élève du Rav Kook qui a été capable, à mon sens, de donner énormément de profondeur à la raison profonde qui a fait que qu'une partie du peuple juif s'est éloignée de ses sources. Et c'est un sujet qu'il faudra ouvrir une prochaine fois. Et je pense être, capable de voir la richesse qu'il y a dans ce monde-là,
la richesse, on va dire, sur le plan moral, la richesse évidemment sur le plan de la créativité, la richesse aussi sur le plan de la capacité de construire un pays, d'en faire une startup nation, etc. Sur ça, évidemment, c'est mon propos. Là où tu as entendu oui une critique, c'est sur le modèle civilisationnel occidental. Le modèle civilisationnel occidental, qui est aujourd'hui, qui a une prise extrêmement importante sur le monde laïque israélien, qui va faire que la plupart des jeunes enfants dans mon quartier, si je les vois sur leur téléphone en train de regarder TikTok, ils ne seront pas en train de regarder des poèmes de Léa Goldberg ou de je ne sais quel grand nom. Alors on est dans le centre Eric Einstein, un des grands noms de la culture israélienne, etc. Mais ils vont être en général en train de regarder de la pop israélienne, de la pop américaine, etc. Donc il y a une problématique de la société occidentale a une prise extrêmement importante en Israël, et la question que la société israélienne de manière générale doit se poser, c'est ça nous convient en entier? Est-ce qu'on veut prendre certaines choses et se détacher d'autres choses? Et c'est dans ce sens-là que je propose justement le fait de dire il faut créer une route entre Tel Aviv et Jérusalem, entre Jérusalem et Tel Aviv, qui est, on a peut-être quelque chose à apporter, et on a peut-être quelque chose à s'inspirer. Tel Aviv a peut-être quelque chose dont il peut s'inspirer de Jérusalem, dans une autre vision de la vie. Pour moi, le modèle occidental aujourd'hui arrive, avec tout ce qu'il a apporté, mais arrive aussi à certaines limites. On a des sociétés qui ont des taux de natalité très très bas, des sociétés où il y a des niveaux de dépression et d'anxiété extrêmement importants, des choses qui posent des grandes questions dans le monde psychologique et sociologique. Comment ça se fait? On n'a jamais vécu autant d'abondance, une vie aussi facile, et pourtant dans des sociétés qui ont des crises existentielles aussi importantes. Ça pose une question. Et à mon sens, le judaïsme a quelque chose à dire dans ces questions-là. C'est dans ce sens-là que j'ai abordé cette question. Face au modèle civilisationnel occidental, sur ça, oui, je suis capable de dire, je pense qu'on a quelque chose à apporter. Oui, monsieur. D'abord, merci pour vos propos, très intéressants. Concernant le progrès technique, auquel nous assistons déjà depuis une cinquantaine d'années et qui va en s'accélérant à une vitesse grande. Je crois qu'il ne faut pas craindre le progrès technique parce que d'abord il est inhérent à l'homme. On ne peut pas dire aujourd'hui on arrête, on ne fait plus de progrès. Non seulement à l'homme, mais à l'homme juif. Parce que s'il y a progrès technique, je crois que les juifs y sont participants de manière importante depuis... le patron de OpenAI, Sam Altman. Plus longtemps. Donc ils y sont. Moi je crois qu'il faut croire en l'homme parce que l'homme résout tous les problèmes. Et l'homme juif en particulier, car le judaïsme apporte toujours une pondération aux extrêmes. Le judaïsme apporte la sagesse qu'il manque à certains esprits fous. Ça, c'est ma première remarque. La seconde remarque, c'était au sujet de la route numéro 1. Que vous avez évoqué souvent, qui relie Tel Aviv et Jérusalem. Moi, je crois que je ne suis pas effrayé par... Je crois qu'il y a des ponts permanents entre les uns et les autres. L'histoire juive et la Bible a montré combien, dans le passé, il y a eu des rivalités entre très religieux, moins religieux. Mais je crois que c'est ça aussi qui fait la richesse, c'est cette diversité qui fait la richesse du peuple juif. Parce que si nous étions comme la civilisation romaine qui était assez monolithique, nous serions disparus. Alors que le peuple juif, diversifié dans toutes ses formes, existe encore. Et ça, c'est la richesse de notre peuple. Je suis très d'accord avec les deux points. Merci beaucoup. Encore une question, et tu vas terminer, et on va terminer là-dessus. On va reprendre la route Tel Aviv Jérusalem. On va prendre le train là. Je pense que pour arriver à une certaine unité, il faudrait réformer tout le système éducatif, qui ne soit pas déjà morcelé.
Parce qu'il n'y a pas de communication entre les jeunes, les différents jeunes. Ni les religieux qui vont inspirer les autres, ni les laïcs qui vont inspirer les religieux. Il faudrait créer comme un macho, un truc, un fondamental que tous les jeunes Israéliens devraient acquérir et ensuite chacun sa spécialité. Et même se côtoyer. Même se côtoyer dans les habitants. Non, alors, on va dire comme ça. J'ai l'impression que l'idée du socle commun, c'est une idée qui est assez consensuelle. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut un socle commun et qu'on ne peut pas avoir des écoles où on va rien apprendre sur le sionisme, des écoles où on va rien apprendre sur le judaïsme, etc. Et des écoles où on va pas apprendre de mathématiques. Même le secteur arabe me dérange, des écoles. Je comprends très bien. Je comprends très bien. C'est-à-dire que je pense que l'histoire du socle commun est clairement réalisable. L'histoire de fondre tout le système éducatif dans quelque chose d'uniforme n'est pas faisable et à mon avis n'est pas non plus pas souhaitable. Ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a un pluriel dans le peuple juif qu'il faut être capable de cultiver, de sensibilités différentes, de pondérations différentes, etc., qu'il faut être capable de cultiver. On ouvre un sujet qui, à mon avis, est passionnant, qui est la valorisation du pluriel dans la pensée juive. Il y a clairement dans la pensée juive une valorisation du pluriel. J'ai entendu quelqu'un qui parlait des 12 tribus. C'est vraiment important, le fait qu'il y a justement cette dimension-là de pluriel au sein du peuple juif, et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément, cette dimension de valorisation du pluriel dans le peuple juif. Pour autant, comment on fait pour qu'il y ait quand même un socle commun et qu'on ne grandisse pas sur des routes parallèles, qu'on ne se rencontre jamais, etc. Alors, il y a l'armée où on se rencontre, il y a le système du travail où on se rencontre. Dans le système éducatif, à mon avis, il faut plutôt tendre à une dimension qui est une dimension de socle commun. À mon sens, c'est une bonne idée. Et peut-être, je vois ça dans les écoles de mes neveux, au lycée, ils font pas mal de trucs comme ça du style, ils font un jour où ils vont rencontrer des représentants de telle ou telle société, ils vont voir les Druzes, ils vont voir les Haredim, ils vont voir trucs, etc. Donc ça permet comme ça une espèce de rencontre, et au final, à part, on va dire, une partie du monde Haredi qui cherche clairement à se mettre à part, c'est sa stratégie de préservation, avec laquelle vous avez compris que je n'étais pas complètement d'accord. Le reste, au final, se rencontre à l'armée, se rencontre à l'université, se rencontre dans le travail, etc. Donc, et se rencontre dans les familles. Les familles israéliennes sont extrêmement, finalement, non seulement ashkénazes séfarades, mais religieux, non religieux, religieux d'avant, chilonites d'avant, etc. Les choses se mixent. Donc ça, c'est pour ça, à mon sens, c'est le point important, c'est pour ça que la vision de cette polarisation, etc., elle est beaucoup véhiculée par le politique, où il y a une coalition, et une opposition, etc., des choses sont extrêmement manichéennes et tout, alors que dans la vraie vie concrète, ça ne marche pas comme ça. Je suis plus d'accord avec lui, je suis moins d'accord avec lui, etc. Les choses sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus organiques, etc. Et malheureusement, on a un système politique qui crée ce genre de fausses perceptions. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous tous et bonne année. Et merci à